Bonsoir à tous. C'est un peu comme si le terrorisme avait horreur du vide. Quelques jours après les attentats sanglants de Paris qui ont fait 129 morts, au lendemain d'un assaut spectaculaire mené par les forces de police à Paris qui ont permis, on l'a appris aujourd'hui, de tuer l'un des terroristes de l'État islamique les plus recherchés. Eh bien, c'est en Israël que la violence terroriste a repris et de manière, là aussi, impressionnante. 5 morts au cours de 2 attaques cet après-midi. L'une à Tel Aviv, vous le voyez sur ces images, et l'autre sur une route près de Jérusalem, au carrefour du Gush Etzion, là où se produisent régulièrement des attaques. 5 morts donc et une dizaine de blessés. 3 terroristes palestiniens arrêtés. On va vous détailler ce qui s'est passé en commençant d'abord par l'attaque au couteau qui a fait 2 morts à Tel Aviv. C'était en début d'après-midi. Daniel Atlan. 14h30 à Tel Aviv. Un terroriste palestinien entame sa course meurtrière au sein du Bet Panorama, bâtiment d'affaires situé dans le sud de la ville. Armé d'un long couteau, le Palestinien tente de poignarder chaque personne qui se trouve sur son passage. Ces 2 premières victimes se trouvent au 2e étage. L'une d'entre elles, un Israélien âgé d'une 50aine d'années, meurt sur le coup. L'autre, un rabbin âgé de 32 ans, succombera à ses blessures quelques minutes plus tard. Nous avons entendu des cris, j'ai vu quelqu'un allongé sur le sol et le terroriste en train de le poignarder. Il était en train de crier, je ne savais pas quoi faire, alors je me suis muni d'une barre de fer qui se trouvait dans le parking. Je me suis approché de lui et je lui ai lancé la barre. Il s'est mis à me poursuivre, j'ai couru et un de mes collègues m'a fait entrer dans notre commerce. On s'est enfermé dedans, il a essayé de rentrer et quand il a vu qu'il ne pouvait pas, il est parti dans une autre direction. Le terroriste se rend ensuite au 1er étage, à proximité d'un local qui fait office de synagogue pour les hommes d'affaires de passage dans le quartier. Il poignarde une 3e victime avant de tenter de faire irruption dans la salle de prière. Mais les fidèles, qui ont accueilli plutôt un blessé, l'en empêchent. Je me trouvais à l'intérieur de la synagogue en train de prier. J'étais derrière la porte d'entrée et soudain la porte s'est ouverte. Je vois un blessé couvert de sang nous tomber dans les bras. Et puis on a entendu des cris de personnes qui nous disaient de bloquer l'entrée. Et là le terroriste a frappé à la porte et on s'est tous mis à la bloquer. C'est un civil qui parviendra à immobiliser le terroriste avant l'arrivée des forces de police. Âgé de 36 ans, le Palestinien est un employé d'un restaurant situé non loin du lieu de l'attentat. Il s'agit d'un Palestinien originaire des territoires. Il travaillait dans un commerce situé dans le quartier et il est venu ici pour perpétrer son attaque. Détenteur d'un permis de travail, il pouvait donc entrer en Israël depuis la Cisjordanie. Les premiers rapports indiquent qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Le terroriste est actuellement interrogé par les agents du Shin Bet. De son côté, le Hamas a immédiatement salué l'attentat dans un message publié sur son site officiel. Le groupe terroriste appelle les Palestiniens à poursuivre les attaques anti-israéliennes. Voilà donc pour la première attaque meurtrière de cet après-midi. La deuxième, quelques heures plus tard après, donc dans le Gush Etzion, cette fois, bilan très lourd là encore. 3 morts. Cyril Amar, bonsoir, vous êtes sur place. Que s'est-il passé cette fois dans le Gush Etzion avec un scénario différent ? Oui, bonsoir Jean-Charles. Selon les premiers éléments de l'enquête en cours, il est exactement 16h30 cet après-midi lorsqu'un Palestinien originaire, une fois encore, de la ville d'Hébron se rend ici juste derrière moi sur cet axe qui relie 2 grands carrefours du Gush Etzion. Vous savez, c'est ce grand bloc d'implantation juive situé au sud de Jérusalem. Il y découvre un immense embouteillage, des voitures qui roulent au pas. Il décide alors de les doubler sur la gauche. C'est à ce moment-là précis qu'il ouvre sa fenêtre et qu'il ouvre le feu à l'arme automatique, une arme de type Uzi, nous dit-on, contre donc les passagers des véhicules qui se trouvaient dans ce grand embouteillage. Il poursuit sa course infernale à quelques 200 mètres d'ici environ, à la prochaine intersection, celle d'Alon Shvut, du nom d'une implantation juive de Cisjordanie. Et c'est à ce moment-là que sa course infernale se termine finalement, puisqu'il percute un véhicule. Il est alors mis en joue par des civils armés qui résident dans le secteur. Et il est appréhendé par les forces de police et immédiatement placé en garde à vue. Alors le
bilan est lourd, vous l'avez dit, 3 morts et 4 blessés. Ces morts, ce sont d'abord un Israélien d'une cinquantaine d'années qui réside justement à quelques dizaines de mètres ici, dans l'implantation d'Alon Shvut, un ressortissant étranger, américain plus précisément, de 18 ans, qui était venu en Israël pour suivre des études talmudiques, et enfin un Palestinien également, comme quoi le terrorisme est aveugle ici dans cette partie de la Cisjordanie, un Palestinien d'une quarantaine d'années qui siégeait lui également à bord de son véhicule et qui a donc été tué. Alors le Gush Etzion, Jean-Charles, vous l'avez dit, hein, c'est le théâtre d'attaques à répétition. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, une civile israélienne a été poignardée alors qu'elle sortait d'un hypermarché à quelques dizaines de mètres ici. Un soldat la veille avait également été poignardé, et puis on s'en souvient en juin 2014 ici à quelques dizaines de mètres à une station de bus avoisinante. Eh bien ce sont les 3 jeunes adolescents israéliens qui avaient été enlevés puis tués. C'était en juin 2014. Merci Cyril, on vous retrouvera un petit peu plus tard évidemment pour faire un nouveau point sur ces attaques meurtrières d'aujourd'hui en Israël. On va en parler avec vous, Dror Even-Sapir, bonsoir, analyste politique, et puis Olivier Rafovitch, bonsoir, vous êtes colonel de réserve dans l'armée israélienne. Le terrorisme finalement qui ne connaît pas de répit, c'est aussi ce qu'a voulu dire d'ailleurs dans sa réaction ce soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en reliant ces événements d'aujourd'hui en Israël à ce qui se passe en France. Ces événements et en qualifiant d'hypocrites ceux qui refusent de condamner le terrorisme qui frappe en Israël alors qu'ils condamnent le terrorisme qui frappe en France. Ça, c'est une constance dans le discours des dirigeants israéliens depuis que le Daesh a frappé avec autant de cruauté et de barbarie dans les rues de Paris. Le terrorisme, disent Benjamin Netanyahou et les autres et les membres de son gouvernement, le terrorisme qui frappe en Israël, celui qui frappe en France, participe du même phénomène. C'est un terrorisme, on a affaire dans les deux cas à un terrorisme islamiste. Alors encore une fois, c'est un constat qu'on pourrait peut-être nuancer parce que en Israël, les modes d'action, les causes de ce terrorisme ne sont pas tout à fait les mêmes de celles qui sont à l'origine du terrorisme du Daesh. Alors, Olivier Rafovitch, c'est un bilan extrêmement lourd, 5 morts, ça fait très longtemps. On est d'ailleurs un an pile après la tuerie qui était horrible aussi dans une synagogue d'Arnof à Jérusalem, qui avait fait 8 morts. Comment expliquer un tel bilan aujourd'hui, là, une reprise de cette violence? 3 choses. D'abord, il y a une daeshisation des Palestiniens, on l'a dit, c'est pas un secret. Il y a une islamisation de tous ces malades mentaux, ces arriérés mentaux qui utilisent l'idéologie islamiste et qui vont tuer des juifs. À Tel Aviv, vous l'avez dit un petit peu, mais il faut savoir que les victimes ont été égorgées, ont été véritablement massacrées au couteau par quelqu'un qui a 5 enfants, qui travaillait dans un restaurant israélien, qui avait un permis de travail en Israël. Donc il n'était pas fiché par les services de renseignement. Aucun passif sécuritaire, mais qui était et qui est un Daesh. C'est le même cas que de ce chauffeur d'autobus de la RATP, qui était un chauffeur d'autobus, donc qui faisait les lignes tous les jours de Paris, je crois, à Drancy, et qui était Daesh, et qui s'est fait exploser dans le Bataclan. Maintenant, cette islamisation et cette daeshisation est très compliquée parce qu'elle prend n'importe qui. Là, il n'y a pas de barbe, il n'y a pas d'accoutrement de ninja Daesh. Il y a quelqu'un qui paraît normal, mais qui est un fou, un criminel, enfin pas un fou, un criminel, un assassin. D'ailleurs, heureusement, ce soir, il est sous l'enquête du Shabak, du Shin Bet israélien, et on va essayer un peu d'en savoir plus. Pour ce qui est de l'attaque de Gush Etzion, là aussi, une attaque à 99% du Hamas ou du djihad islamique qui est liée aussi à Daesh. Faut bien voir qu'en fin de compte, là je suis un petit peu en désaccord avec Even-Sapir, Daesh, djihad islamique, Hamas sont exactement la même bête. C'est la même bête. Attendez un instant. Les différences, elles sont dans la manière qu'eux ont pour expliquer leurs crimes. Mais le résultat, c'est qu'on a affaire à des fous de Dieu, extrêmement endoctrinés à mort par des imams locaux ou par une idéologie de mort. Ils passent à l'action. Alors ils tuent de la même manière, ils décapitent des juifs, des américains, des chrétiens, des français, de la même manière, sans aucune volonté de compromis ou de prendre des otages. Il n'y a pas ici de volonté de discuter, de négociation, de faire... Non, on va pour tuer, on va pour assassiner. Maintenant, le bilan est très lourd. Il faut savoir qu'hier, on a arrêté en Israël, vous le savez, ça a été publié, une cellule d'Arabes israéliens cette fois-ci, à Julia, qui était
étaient tous préparés à partir en Syrie pour Daesh. On a aussi la mise au banc au niveau légal de la Ligue du Nord islamique, qui est en fait la branche Hamas ou des frères musulmans qui étaient officiels en Israël, qui maintenant, heureusement pour Israël et heureusement pour le monde, est devenu hors la loi. Et on voit que les Arabes israéliens font grève dans tout le pays pour soutenir la Ligue islamique du Nord, qui est en fait la branche des frères musulmans en Israël, qui est fondamentalement antisioniste, antisémite, extrêmement dangereuse, liée même à des attentats. Et donc cette conjonction d'islamisation, de daéchisation, et maintenant même, encore une fois, je l'ai dit pas mal de fois, il y a une crainte de l'islamisation et du passage à l'acte des Arabes israéliens. Et on est, à mon avis, encore une fois, qu'au début d'une grande vague de violence face à laquelle les Israéliens, mais également les Européens, devront coordonner leurs activités et leurs actions pour faire face à ce danger très grave. Alors, Torsten Sapir ? Oui, non, il y a une différence tout de même. Alors effectivement, les méthodes d'action des terroristes palestiniens sont tout aussi cruelles que les méthodes d'action des terroristes du Daesh. Et il y a aussi un phénomène d'endoctrinement islamiste. Il y a effectivement, comme l'a dit Olivier Rafovitch, un phénomène de radicalisation islamiste et d'adoption de certains principes idéologiques djihadistes. Mais il y a quand même un mais qu'il faut souligner. On ne verra pas des Palestiniens affiliés au Hamas frappés dans les rues de Paris ou dans les rues de Londres ou dans les rues de New York. Le Daesh, c'est un phénomène d'islamisation, de djihad mondial qui veut frapper l'Occident en son cœur. Alors que là, on a affaire à un terrorisme qui, oui, est d'inspiration islamiste, mais qui reste aussi un terrorisme palestinien nationaliste. Et ça, c'est une différence tout à fait cruciale. Vous allez répondre dans un instant. Je ne peux pas accepter, parce qu'aujourd'hui, avec cet El-Aqsa au centre du débat palestinien, on voit que le palestinisme, ou ce que vous appelez nationalisme, n'a plus cours. On est véritablement dans un combat de l'islam intégriste contre les juifs. Maintenant, aujourd'hui, s'il le pouvait, il frapperait d'autres cibles. Ils sont bien gardés par les Israéliens, mais attendez-vous à ce que des Arabes palestiniens ont déjà rejoint Daesh et demain sont également impliqués dans des activités à l'étranger. Il ne faut pas croire du tout que le Palestinien... Ça rentre pas forcément en contradiction à ce que je viens de dire. D'ailleurs, je vais peut-être apporter le doigt de votre moulin, le fait que le terroriste à Tel Aviv s'en soit pris à une salle de prière, à une synagogue, c'est pas innocent. Ça montre effectivement que le religieux prend une place de plus importante dans le conflit. Et on est, vous l'avez rappelé Jean-Charles, 1 an après ce terrible attentat dans la synagogue de Har-Nof à Jérusalem. Donc là, ça participe effectivement du même phénomène. Et il est très possible que d'un nombre malheureusement de plus en plus important de Palestiniens soient influencés par les thèses du Daesh. Mais encore une fois, il y a d'autres choses. Il y a tout de même le conflit israélo-palestinien qui échappe aux catégories djihadistes mondialisés du Daesh. C'est pas tout à fait la même chose. Et les modes d'action et les modes d'action et de réaction et de riposte des Israéliens et des Occidentaux ne sont pas les mêmes. Excusez-moi, ça c'est la thèse aujourd'hui, justement, qui est choisie par les gauches d'Europe et par les Palestiniens pour leur dire non, nous on tue des juifs, mais on a des bonnes raisons de le faire. Faites très attention à ce que vous dites. Mais ce que vous dites de manière intellectuelle, je comprends ce que vous dites, mais c'est récupéré justement par une frange énorme de la gauche en Europe qui se dit les Daesh, ils sont illégitimes, mais les Palestiniens, lorsqu'ils tuent des Juifs en Israël, c'est légitime, parce qu'il y a un conflit local. Or, aujourd'hui, je vous le dis parce que je connais le dossier, on connaît tout le dossier ici, mais je connais assez bien, il y a actuellement un transfert très profond du problème palestinien, nationaliste palestinien, à une islamisation radicale. Et d'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas par hasard que c'est pour El-Aqsa qu'ils vont partir et tuer les Juifs au couteau. C'est pas par hasard qu'on voit le terroriste avec la mosquée d'El-Aqsa en fond et pas Yasser Arafat ou pas un espèce de leader différent. C'est vrai, vous avez raison, mais ça ne contredit pas, encore une fois, la persistance du conflit israélo-palestinien dans les motivations des terroristes palestiniens. Vous allez pouvoir continuer à parler de cela évidemment dans un instant, mais puisqu'on parle de l'État islamique, évidemment on est relié à ce qui se passe à Paris. On retrouve Olivier Lerner, notre correspondant en direct de Paris justement, avec l'information du jour. Olivier, bonsoir. C'est donc l'identification formelle du corps de ce terroriste djihadiste recherché qui est présenté comme le commanditaire des attentats de Paris, Olivier.
Oui, on l'a appris dans la matinée. Ça fait l'effet évidemment d'une bombe, cette information. Ce que je peux vous dire ce soir, Jean-Charles, c'est que 70 personnes, oui, c'est bien cela, ont été arrêtées en l'espace de 24 heures. C'est un chiffre important qui montre que l'enquête avance. L'enquête, elle s'est dirigée ce soir vers Aulnay, banlieue parisienne. Les enquêteurs interrogent en ce moment même, et ça fait déjà plusieurs heures, la mère de la kamikaze qui s'est fait exploser avec Abu Oud. Et puis, dernière information à vous donner, les experts à Saint-Denis, on l'a vérifié puisque nous avons fait un aller-retour entre la place de la République où nous sommes ce soir et Saint-Denis. Les experts de la police scientifique sont toujours à l'œuvre. Ils cherchent évidemment toujours la moindre trace qui pourrait faire avancer cette enquête. Alors Olivier, il y a eu aujourd'hui un vote important aussi au Parlement, prolongation de l'état d'urgence avec toute une série de mesures également visant à renforcer les contrôles pour prévenir les attentats. Oui, alors ces mesures, évidemment, elles sont intéressantes à plus d'un titre, à la fois pour les forces de l'ordre et pour les Parisiens. Pour ce qui concerne les forces de sécurité, eh bien, on va passer outre tout ce qui est judiciaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer dans les maisons, perquisitionner, on va pouvoir assigner à résidence les présumés terroristes. Bref, on va pouvoir investiguer 24 heures sur 24, partout en France, en Corse et dans les territoires et départements d'outre-mer. Pour les Parisiens, au quotidien, alors ça, je peux vous le dire qu'on va le sentir, parce qu'il va y avoir un certain nombre de petites choses de la vie, tout simplement de la liberté, de l'air de liberté qu'on respire à Paris depuis des années. Ça, ce sera plus jamais comme avant. Encore un mot, Jean-Charles, pour vous dire que par exemple à Lyon, puisqu'il n'y a pas que Paris, évidemment, qui va subir cet état de crise, cet état d'urgence pendant plusieurs mois, en tout cas pendant 3 mois, à Lyon, la fête des Lumières a été annulée. Cette fête réunit chaque année, depuis des dizaines d'années, plus de 3 millions de personnes. La fête à Lyon n'aura pas lieu. Merci Olivier, on vous retrouvera un petit peu plus tard évidemment, toujours en direct donc, de cette place de la République, non loin d'ailleurs de l'endroit où se sont produits les attentats. L'officialisation donc aujourd'hui de la présence d'Abdelhamid Abaoud, le terroriste belge qui était évidemment présenté comme le commanditaire des attentats de Paris, qui se trouvait bien dans cet appartement qui a été hier l'objet de cette opération spectaculaire du raid à Saint-Denis. Joseph Emmanuel. Abdelhamid Abaoud est mort, tué dans l'assaut de Saint-Denis. Il était l'un des terroristes les plus recherchés. Il a été en partie retrouvé grâce à un téléphone portable jeté dans une poubelle face au Bataclan. Un téléphone avec un SMS, on est parti, on commence. Quand les enquêteurs passent au peigne fin les données de géolocalisation du téléphone, ils découvrent que les terroristes sont passés par Alfortville, en banlieue parisienne, juste avant les attentats. Grâce à plusieurs témoignages, c'est à Saint-Denis que les pistes convergent. Abdelhamid Abaoud, un Belge de 28 ans, était donc bien en France. Nous savons aujourd'hui que Abaoud, le cerveau de ces attentats, l'un des cerveaux, car il faut être particulièrement prudent, et nous savons les menaces, se trouvait parmi les morts. Et je veux saluer encore une fois le travail exceptionnel de nos services de renseignement et de la police. Un travail d'exception, une fois les attentats commis. Un document des renseignements américains évoquait le nom d'Abaoud déjà en mai dernier. Le document mettait en garde les Européens contre une attaque structurée du groupe État islamique. Le nom du djihadiste belge revient dans 4 tentatives d'attentats en France, mais tous le pensaient en Syrie. Le ministre de l'Intérieur dénonce le manque d'informations fournies par les autres pays européens. Il appelle à une meilleure coopération. Aucune information émanant de pays européens dans lesquels il aurait pu transiter avant d'arriver en France ne nous a été communiquée suggérant qu'il ait pu arriver en Europe et cheminer jusqu'à la France. Le ministre de l'Intérieur appelle avec fermeté à une coopération dans la lutte antiterroriste et il va jusqu'à convoquer ses homologues européens pour faire le point. L'enquête judiciaire sur les attentats du 13 novembre s'accélère, mais plusieurs questions essentielles n'ont toujours pas de réponse, à commencer par l'identité de certains terroristes. Sur les 3 kamikazes du commando du Stade de France, un seul est formellement identifié, Bilal Hadfi, un Français de 28 ans. 2 Français ont été identifiés dans le commando du Bataclan, Omar Ismail Mustafaï et Sami Amimour. Enfin, dans le commando des fusillades de Paris, les 2 frères Abdeslam sont identifiés. Salah est toujours en fuite. Un 3e terroriste a été identifié par les vidéosurveillances. Abaoud est présenté comme le commanditaire des attaques de Paris.
Mais on ne sait pas encore son rôle précis. De la soirée sanglante de vendredi au raid de Saint-Denis mercredi matin, des multiples opérations policières ont eu lieu et devraient continuer. Alors, Olivier Rafovitch, vous faites également partie de l'état-major de l'armée israélienne chargé de la gestion de crise antiterroriste. Beaucoup de policiers français ont fait référence dans les techniques d'assaut utilisées, par exemple hier à Saint-Denis, à ce que fait Israël dans ce domaine, qui a inspiré finalement. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui en France en train de découvrir qu'on est dans la même situation finalement qu'Israël face au terrorisme. Nous, on est depuis notre création, même déjà avant, dans une situation de menace existentielle, avec des terroristes qui sont en général arabo-musulmans et qui veulent à chaque fois, avec des noms différents, tuer des juifs et mettre le pays à terre. Donc on a évidemment l'armée, on a également le Shabak, le Shin Bet, qui est un service de renseignement, mais également d'action antiterroriste extrêmement puissant en Israël, qui est quelque part la force centrale de la lutte antiterroriste. En nombre, c'est beaucoup plus important en nombre absolu qu'en France, et si on devait comparer, c'est 10 fois plus important que ce qu'il y a en France aujourd'hui. Donc la France n'est pas aujourd'hui à la hauteur au niveau des effectifs et des moyens pour faire face à cette menace qui touche tout le pays, toute la région. Que la France soit inspirée par les services israéliens, je suis très, très heureux, nous sommes très heureux. Nous aimerions aussi que la France s'inspire également d'autres choses que notre sécurité lorsqu'il y a des morts à Paris. En général, il y a un peu de frilosité du côté français pour collaborer avec Israël dans différents domaines. J'espère que cette situation va rapprocher en tout cas les différentes autorités dans le domaine de sécurité. En tout cas, comme l'a dit le Premier ministre et le ministre de la Défense en Israël, Israël est prêt à accorder, à partager son expérience avec la France contre cette menace qui est très très grave. Mais juste un mot, le fait qu'Abaoud soit mort et qu'on en fasse aujourd'hui le cerveau, je crois qu'il y a aussi ici une petite exagération, parce qu'il y a un besoin pour la population en France d'avoir une certaine satisfaction de savoir que le chef de ce groupe-là est mort. Mais nous sommes dans une guerre antiterroriste. Il n'est pas impossible que d'autres cerveaux ou d'autres commanditaires un plus loin ou en dehors de la France soient également encore vivants et qui aient eux également eu une implication importante dans ces attaques, et il faut être très très prudent dans la lutte antiterroriste. Ne pas déclarer trop tôt la fin de la bataille, parce que c'est là que le terroriste vous attend au coin de la rue. Parce que les autorités françaises ont été très claires, les menaces terroristes planent toujours sur la France. Oui, mais personne n'a dit que la bataille était terminée avec la mort de Hamoud. Lorsqu'on dit qu'on a tué le cerveau de cet attentat-là, c'est que quelque part on essaie de finaliser l'événement. L'événement n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de questions ouvertes. Je crois qu'il y a même une commission d'enquête qui s'ouvre en France aujourd'hui pour vérifier tout ce qui s'est passé au niveau sécuritaire, renseignement et autres par rapport à cette vague terrible de massacres en France. Et encore une fois, nous ne sommes pas encore à la fin de l'investigation, de savoir qui vraiment était derrière cet attentat, qui étaient les complices, et surtout d'où venait l'argent et les armes. Parce que, encore une fois, on n'a pas encore mis vraiment la main sur la filière financière qui fait que ces gens-là qui sont des Belges et des Français en France et en Belgique ont d'énormes moyens financiers pour passer à l'action. Et il faut peut-être voir du côté de la Turquie, de l'Arabie Saoudite ou d'autres pays arabes dans le Golfe, parce qu'il y a certainement des imbrications au niveau du transfert d'argent à ces groupes-là qui sont encore une fois des Français, des Belges d'abord et avant tout, et peut-être des migrants, mais il semble que pour l'instant nous avons affaire surtout à des Belges et des Français des cités. On a affaire à un type de Français citoyens des cités qui parle un mauvais arabe, un mauvais français, qui sait se pousser la barbe, qui a une kalachnikov dans les bras et qui tout d'un coup devient pour son petit groupe une espèce de chef de guerre. Mais ce sont des assassins extrêmement dangereux et très compartimenté. C'est-à-dire qu'il y a aussi une difficulté pour arriver à toucher d'autres cellules avec une cellule, puisque lorsque une est découverte, il n'est pas certain qu'on puisse, grâce à elle, connaître... Est-ce qu'on va pouvoir tirer quelque chose des interrogatoires, à votre avis, de ceux qui ont été pris vivants hier à Saint-Denis? Est-ce que ces gens-là parlent? Est-ce qu'on peut interroger? Aujourd'hui, on a vu que les Américains y ont été confrontés dans les années 2000 avec les fameuses prisons secrètes de la CIA. Ça a fait beaucoup de polémiques. En France, il n'y aura certainement pas ce genre de méthode. Est-ce qu'on peut obtenir du renseignement? Oui, et je crois que même un activiste de Daesh face à des enquêteurs chevronnés
donnera en tout cas ce qu'il doit donner. Et nous sommes dans un cadre d'état d'urgence, et c'est également le cadre qui permet aux enquêteurs, qu'ils soient français ou américains ou israéliens, d'obtenir des renseignements avec plus de moyens et plus de force. Parce que s'ils ne donnent pas l'information à temps, eh bien, il y a une bombe qui peut exploser et des dizaines, voire des centaines de morts à la clé. Donc, je crois que là, la France est passée à une autre étape, comme vous l'avez dit, Monsieur Ben Sapir. Je crois que là, effectivement, c'est pas encore terminé et qu'il y a véritablement une volonté de travailler dans le renseignement en profondeur, en mettant de côté un peu les droits de l'homme et en mettant d'abord et avant tout la sécurité de la France et celle de l'État. Ben Sapir. Sur la coopération entre les services, en tout cas sur l'inspiration qu'ont reconnu les services de sécurité, les unités spéciales de la police française, du côté d'Israël, ça concerne un point très précis pour l'instant. Ça concerne le fait que pour la première fois sur le territoire français, eh bien, des terroristes se font exploser. On a affaire à des kamikazes. Et ça, malheureusement, en Israël, on a l'expérience de ce genre de menaces. Et sur ce point très précis, eh bien, les policiers du RAID qui ont mené l'assaut contre cet appartement à Saint-Denis ont effectivement adopté certaines leçons que les services de sécurité israéliens avaient accumulées au cours de leur lutte contre le terrorisme, notamment au début des années 2000, au cours de la seconde intifada, où on avait très fréquemment des kamikazes, des terroristes qui actionnaient leur ceinture d'explosifs dans les rues des grandes villes d'Israël. Un deuxième point, on a parlé de Abaoud. Alors oui, cerveau ou l'un des cerveaux, il faut effectivement, comme l'a dit Valls, rester prudent. Ce qui est intéressant, c'est le profil de ce terroriste belge. Il a été éduqué dans un lycée plutôt huppé, catholique, à Bruxelles. Il était issu d'une famille plutôt aisée. D'ailleurs, il avait obtenu un cadeau, la gestion d'un magasin de vêtements qui appartenait à son père. Donc, a priori, quelqu'un qui avait beaucoup à perdre et qui ne correspond pas au profil classique, ou en tout cas à ce qui est perçu comme étant le profil classique des djihadistes ou des candidats au djihadisme, à savoir des jeunes en rupture de banc, d'anciens petits délinquants, d'anciennes petites frappes qui se sont radicalisés souvent en prison. Non, là on a affaire à un autre type de profil et c'est tout à fait remarquable, tout à fait intéressant. Et ce Abaoud, cerveau ou pas cerveau, dans la hiérarchie interne du Daesh, assez rapidement, il avait gravé les échelons, il était parvenu à des postes de responsabilité. Alors, il semble que le Maroc ait joué un rôle d'ailleurs dans le renseignement récolté par les Français sur sa présence. On sait qu'il est d'origine marocaine. Et d'ailleurs, on l'apprend ce soir, François Hollande va recevoir vendredi à Paris le roi du Maroc, Mohamed VI. On sait que les deux pays étaient plutôt en froid. Ça a, semble-t-il, rapproché les deux capitales. Vous voulez rajouter un mot là-dessus ? Oui, juste un mot par rapport à ce que dit notre ami. 30 secondes. Bon alors, la prochaine fois. Non, 30 secondes. Non, c'est qu'on avait arrêté il y a 10 ans en Israël un kamikaze qui ne s'est pas fait exploser. On l'avait arrêté et à un moment donné, on voulait le montrer au public avec une caméra d'une chaîne israélienne. Et entre-temps, la caméra donc préparait le tournage et le terroriste se met à fumer une cigarette. Et il dit au caméraman, arrêtez de me filmer. Le caméraman dit pourquoi ? Il dit parce que ma mère ne sait pas que je fume. C'est-à-dire qu'en fait, on avait affaire à un assassin qui était prêt à se faire exploser à Haïfa dans une discothèque. On avait arrêté à Haïfa avant in extremis. Il n'avait pas utilisé sa bombe. Il a eu peur. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé en tout cas. Mais il restait de manière absurde un assassin et encore une fois avec un profil de garçon qui a peur de sa mère. Donc très compliqué, et là l'élément psychologique est également à utiliser et à analyser dans la guerre contre le terrorisme islamique. Merci Olivier Rafovitch, Ben Sapir. Pause, on revient dans un instant. Suite de notre édition spéciale, on retrouvera dans un instant notre envoyé spécial en Israël dans le Gush Etzion où s'est produit la deuxième attaque meurtrière du jour visant des Israéliens. 5 morts au cours de 2 attentats aujourd'hui, l'un au couteau à Tel Aviv et puis un autre à l'arme automatique, puis à la voiture bélier qui a fait 3 morts de son côté. Cyril Amar sera avec nous dans un instant. Mais on va d'abord revenir sur les attentats sanglants de vendredi dernier à Paris qui ont fait 129 morts. On va vous montrer un document
amateur étonnant, divulgué pour la première fois ce soir par l'agence France Presse qui l'a récupéré. C'est un témoin de la deuxième attaque qui a visé les restaurants. Nous sommes donc quelques minutes après la première. Il s'agit du bar La Bonne Bière où des clients vont être fauchés en terrasse. Il y a eu 5 morts sur ce site-là. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de voyeurisme dans ces images. Il n'y a pas de scènes qui peuvent choquer les âmes sensibles. Simplement la réaction incrédule, la stupeur de ceux qui sont témoins de cette scène, y compris des policiers. Ça dure 3 minutes. Il n'y a pas de commentaire à faire, il suffit juste de regarder, d'écouter les réactions. Quelqu'un a un téléphone? Oh les fils de pute! Quelqu'un a appelé la police? Ouais, c'est pas possible quoi. Ça va? Jesus Christ! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah t'as pas vu, t'as pas entendu? C'est un truc de ouf. À ton avis, je sais pas, hein. Un mec à règlement de compte, c'est pas possible, c'est pas possible. Rien que ça. Oh là là! Ça a canardé à tout va. T'as pris quoi avec la caméra? Juste arrivé. T'as pris quoi avec ça? Avec quoi? Juste arrivé. C'est bon, reste là. Ouais, je sais. Nous avons été requis. Allez les gars, faites du périmètre de sécurité. La rue. Rue de la Fontaine. Rue de la Fontaine au Roi. Rue de la Fontaine au Roi. Il nous faut des renforts et placement les gens là, avec des tirs par balle. Ah ouais, carrément quoi. Tu m'annonces ça? Tu m'annonces? Place de la Fontaine. Fontaine-au-Roi, rue de la Fontaine-au-Roi. Fontaine-au-Roi, rue de la Folie-Méricourt. Truc de dingue. Un truc de dingue. Il y a des morts. Mais carrément, regarde tout ça, le carnage. À l'intérieur, il y en a partout. J'ai pas vu la vitrine. Mais les mecs, ils sont partis. Ils sont venus d'en haut. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mec. Putain, t'as vu ça? Hein? T'as vu? Moi, juste à côté là. T'as vu les mecs? T'as filmé toi les mecs hein, en train de tirer ou non? Non, moi je criais sinon. Non, on était C'est combien de personnes? Combien ils sont morts? Combien de personnes? Je sais pas, il y a eu 2 personnes, non? Truc de dingue! Ah, mais une bagnole là-bas aussi. Il y a une voiture. Voilà, document vraiment étonnant qui montre bien à quel point la stupeur a été totale face donc à ces scènes totalement inhabituelles pour les Parisiens. Écoutez d'ailleurs le témoignage de celui qui a pris ce document. C'est un photographe qui était dans le voisinage, photographe amateur, et qui a pris donc ces images. Écoutez. Ça venait de se passer, quoi. Les mecs venaient de partir, mais je suis arrivé 10 secondes ou 15 secondes, je suis incapable de vous le dire, mais vous voyez bien, sur les images, on voit la police arrive, même la police ne sait même pas ce qui se passe, parce que nous, on voyait des voitures de police qui ne s'arrêtaient pas là, et en fait, ils allaient directement au carillon, parce que ce qui s'était passé d'abord, c'était au carillon, et après, ils ont dû descendre et venir ici. Donc, nous, on était affolés, on voyait les voitures de police, les ambulances, mais ils ne s'arrêtaient pas, tout le monde leur faisait ça, et personne ne s'arrêtait, quoi. On les appelait, alors on ne comprenait pas. Et après, je pense que les policiers qui sont arrivés, ils venaient peut-être par hasard, peut-être de là-bas, que je ne sais pas. Et c'est là qu'ils ont commencé à prendre le contrôle du secteur et d'appeler les secours et puis au moins gérer le secteur, quoi.
Voilà pour ce document donc étonnant. Bonsoir Emmanuel Navon, vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonsoir Nadia Ellis. Vous êtes spécialiste dans l'analyse du discours. Qu'est-ce qui vous frappe là, en regardant ces images étonnantes finalement, parce que... Évidemment, ce qui frappe tout le monde, j'imagine, le fait que les gens passent, comprennent absolument pas ce qui se passe, pourquoi il y a des gens par terre, la police n'est pas encore arrivée, d'ailleurs la personne qui filme aussi ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, et évidemment la différence avec une scène du même style en Israël, où évidemment il y aurait déjà plein de monde, des ambulances, des gens qui comprennent tout à fait ce qui est en train de se passer, parce que évidemment on a l'habitude en Israël, donc dès qu'il y a une situation d'urgence, les gens viennent et essayent d'aider, alors que là on a vu même un couple passer avec la femme se retourner sans comprendre des victimes. Sans comprendre ce qui se passe. Et ce qui me frappe aussi, c'est la différence entre apparemment ce qui a été vécu en France et ce que nous avons vécu à l'étranger. Parce que le moment où on a su ce qui se passait, c'était déjà clair qu'il s'agissait de beaucoup d'attentats terroristes qui avaient lieu en même temps. Et on était donc tous collés à l'écran pour comprendre ce qui se passait, mais on avait déjà l'ampleur des événements en tête, alors que ces gens-là, ils sont encore complètement à côté de ce qui se passe. Ils n'ont pas compris, en fait. Et c'est affolant de voir des scènes pareilles. Parce que je peux m'imaginer à quel point c'est loin de leur imagination que des attentats se soient produits, en fait. On entend d'ailleurs l'un des témoins penser à un règlement de compte, parce qu'effectivement, le mot attentat ne vient pas à l'esprit immédiatement. Emmanuel Navon. Oui, effectivement, Israël, je dirais, a le triste privilège d'être habitué à ce genre de situation. Et comme l'a dit Nadia, en Israël, ça se serait passé complètement autrement. Et je crois que l'Europe est entrée dans une nouvelle phase de son histoire, où ce genre d'attentats islamistes, extrémistes, qui est devenu malheureusement, qui sont devenus de plus en plus fréquents et qui ont atteint une ampleur dramatique avec les attentats de Paris, vont obliger effectivement les Européens en général, les Français en particulier, à prendre la mesure de ce qui est en train de se passer en Europe. Il y a effectivement un changement psychologique qui doit être fait, pas seulement sur le plan de la lutte contre Daesh en Syrie, de la lutte contre les cellules terroristes djihadistes en France, mais également dans la mentalité des gens de savoir que c'est un phénomène malheureusement qui maintenant existe en Europe et de s'y adapter. Est-ce que ça peut rapprocher, à votre avis, les Européens, les Français, d'un peu plus près de ce que vivent les Israéliens, et se dire finalement, quand il y a des violences ici, de se dire mais ils sont confrontés comme nous à ce type de terrorisme? Eh bien, c'est le grand sujet de cette semaine. C'est la grande interrogation, notamment sur les réseaux sociaux. Les Israéliens, en tout cas, essayent de faire ce parallélisme, essayent de dire aux Français, vous voyez maintenant, ce que nous vivons depuis tant de décennies, c'est un argument que le Premier ministre a fait aussi, c'est un mixte d'arguments d'autorité, arguments par la pitié techniquement, c'est-à-dire on essaye d'obtenir de l'empathie des Français, en gros en se posant en tant qu'experts en même temps de ce sujet. Mais malheureusement, ceux qui font ça ne prennent pas en considération le fait que les Français et les Européens en général, et peut-être même le reste du monde, ils ne voient absolument pas la situation de la même manière. C'est-à-dire qu'ici, le terrorisme que les Israéliens vivent, il est perçu comme quelque part presque justifié par le conflit, par la tension qu'il y a depuis toujours, par le fait que les Palestiniens se trouvent dans la situation dont ils se trouvent, les Israéliens quelque part le méritent d'une certaine manière, alors que la France, dans beaucoup de réactions, on a vu, ils considèrent que la France, elle fait partie, enfin on considère effectivement, elle est pas en train de vivre une guerre, elle est pas en train de combattre une guerre, elle est pas en conflit, elle occupe pas, etc., etc. Ce sont les arguments qui reviennent notamment dans les réseaux sociaux. Donc effectivement, cette empathie que les Israéliens essayent vraiment d'obtenir des Français aujourd'hui, non seulement elle n'arrive pas, mais elle crée presque une situation de rage, une réaction de rage chez les Français qui répondent souvent, mais à quel moment vous pouvez faire une comparaison entre la France et Israël? Vous êtes en plein milieu d'un conflit au Moyen-Orient, nous on n'a rien à voir là-dedans, ce n'est absolument pas comparable, et c'est quelque part dommage, parce que c'est peut-être effectivement la situation où on pourrait essayer de faire comprendre qu'il y a un dénominateur commun entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas, mais ça ne passe pas, le message ne passe pas en tout cas pour l'instant. Emmanuel Navon. Vous savez, je dis toujours, il faut écouter ce que disent les gens quand ils revendiquent ce genre d'attentats. Et comme on sait, ces attentats ont été revendiqués par l'État islamique, et l'État islamique a publié des textes pour expliquer ces attentats. Ils ont dit c'est un devoir religieux de tuer les mécréants. Ils citent des textes du Coran, des versets, en disant il faudra les massacrer, il faudra les punir, c'est la volonté d'Allah, etc.
Donc il ne parle nulle part d'occupation, il ne parle nulle part il n'évoque même pas le fait que la France bombarde l'État islamique. C'est-à-dire qu'il parle d'un devoir religieux de tuer les mécréants. Donc ça, on va commencer déjà par ce que eux disent. Maintenant, en ce qui concerne le cas d'Israël, c'est vrai qu'Israël, contrairement à la France, est dans un conflit national, religieux, depuis des dizaines d'années. Mais ce que les Européens ne voient pas non plus, c'est vrai que peut-être les Israéliens ne voient pas suffisamment qu'il y a ici un conflit. Ce n'est pas le cas de la France. Mais ce que les Européens, eux, ne voient pas, et les Français, eux, ne voient pas, c'est que ce terrorisme, il n'a pas commencé après juin 1967. Il existait avant même la création de l'État d'Israël. On en a parlé déjà ici à plusieurs reprises. Et qu'il est motivé également aujourd'hui. Alors, une partie, effectivement, mais qui devient de plus en plus minoritaire, est motivée politiquement et nationalement. Mais la plus grande partie aujourd'hui, là aussi, écoutez et lisez ce que disent les auteurs de ces attentats lorsqu'ils se sont exprimés sur leur page Facebook avant de les commettre. Ils ne disaient pas « Ah, c'est parce qu'il n'y a pas d'horizon politique, c'est parce qu'on ne voit pas de solution ». Non, ils disaient « Nous commettons un acte de vengeance pour la souillure d'Al-Aqsa, etc., etc. » Donc il faut mettre les choses en perspective des deux côtés. Je pense que là aussi, on va assister, à mon sens, en Europe, à deux tendances. D'ailleurs, on le voit déjà. Entre les Européens qui disent déjà il faut absolument éliminer Daesh et cette victoire doit être une victoire totale, même le président Hollande l'a dit. Et on voit déjà une autre tendance qui a été exprimée en début de semaine par la ministre suédoise des Affaires étrangères qui essaie de rationaliser. Alors évidemment, cette rationalisation, qui disent mais il faut comprendre pourquoi. Alors évidemment, comprendre pourquoi, c'est à cause d'Israël et du conflit israélo-palestinien, c'est l'explication la plus évidente pour elle, puisque dans tous les schémas de pensée complètement dogmatique, on revient toujours à la même réponse aux questions les plus complexes. Mais on voit ces deux tendances en Europe aujourd'hui, ceux qui disent il y a un fondamentalisme religieux avec lequel aucun compromis n'est possible et il faut le vaincre, et d'autres qui commencent déjà à rationaliser, ou à essayer de rationaliser. Alors il y a justement, bien pour lutter contre cet ennemi de l'intérieur, comme l'ont désigné à plusieurs reprises les gouvernants français, ces mesures annoncées aujourd'hui à l'Assemblée nationale à Paris par le Premier ministre Manuel Valls. Il y a eu un vote pour prolonger l'état d'urgence accompagné de tout un train de mesures. Léa Berdugo. Pour 551, contre 6, l'Assemblée nationale a adopté. La droite souhaitait rallonger cette durée, les écologistes la raccourcir, mais les députés ont voté à la quasi-unanimité la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois. Manuel Valls avait dans la matinée plaidé sa cause devant le Parlement. D'autres libertés ont été ou peuvent être temporairement limitées. Quid des mesures contenues dans ce projet de loi? Tout d'abord, l'élargissement des assignations à résidence. Sont concernés les individus repérés par leur comportement ou leur fréquentation, propos ou projets. Après un vif débat, les députés ont également adopté une mesure inédite, le recours au bracelet électronique pour certains assignés à résidence. À qui s'applique cette mesure? Aux personnes condamnées pour terrorisme et qui ont terminé l'exécution de leur peine depuis moins de 8 ans. Cependant, cet amendement est assez édulcoré en comparaison à ce qu'avaient proposé les Républicains et l'UDI. Il faut en effet, pour que la mesure soit effective, obtenir l'accord de la personne surveillée. Autre élément contenu dans la loi, la dissolution de groupes radicaux chapeautant des mosquées et des lieux de prière extrémistes. Les nouvelles technologies aussi sont visées. Le gouvernement pourra bloquer des sites internet et des réseaux sociaux s'ils incitent à des actes terroristes ou s'ils en font l'apologie. Également concernée par cette loi, la jeunesse radicalisée. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé la mise en place d'un établissement adapté. La première structure pour jeunes radicalisés va ainsi être créée. Les financements sont prêts. Le cadre juridique et le projet pédagogique en voie de finalisation. Le site sera choisi d'ici la fin de l'année. Les premiers admis pourront être des repentis que nous mettrons à l'épreuve afin de mesurer leur volonté de réinsertion dans la durée. Enfin, parmi les mesures sécuritaires, tous les policiers pourront être armés en permanence. L'état d'urgence restera donc en place 3 mois, avec une possibilité de prolongation. Voilà donc pour ces mesures, ça vous semble être liberticide comme certains, les 6, ne sont pas nombreux qui l'ont dénoncé à l'Assemblée nationale, ou est-ce que c'est une loi qui est nécessaire aujourd'hui vu ce qui se passe? Je ne suis pas une experte de sécurité, donc j'imagine que s'ils ont voté à l'unanimité et qu'ils ont dû consulter ceux qui sont justement des experts dans le sujet,
ça doit être vraisemblablement ce qu'il faut faire en ce moment. Je ne suis pas choquée, mais d'ailleurs, pour revenir au sujet en fait, du rapprochement entre Israël et la France en ce moment, c'est probablement là qu'on va voir un vrai rapprochement entre la France et Israël, dans la mesure où ils vont s'inspirer et demander de l'aide à Israël par rapport aux mesures qu'il faut prendre dans ce genre de situation. Donc un rapprochement peut-être du côté technique, mais un rapprochement qui n'a pas et vraisemblablement n'aura pas lieu dans les esprits, comme on a vu aujourd'hui en fait. D'ailleurs, avec les attentats qu'il y a eu en Israël, je pense que le commentaire qui a été le plus diffusé sur Facebook aujourd'hui par les juifs francophones était « Je ne trouve pas de drapeau israélien à pouvoir mettre sur ma page de profil Facebook comme on a pu mettre un drapeau français la semaine dernière ». Donc un commentaire qui dit « Il y a 2 poids 2 mesures pour le terrorisme israélien et le terrorisme français ». Alors, de facto, dans les mesures sécuritaires, il n'y aura vraisemblablement pas de poids de mesure, dans la mesure où il faudra effectivement faire ce qu'Israël sait faire déjà très très bien. Mais pour ce qui est des esprits, oui, la situation n'est pas vécue ni vue de la même manière de l'extérieur, et donc on n'aura vraisemblablement pas de drapeau israélien sur Facebook à pouvoir mettre sur sa photo de profil. Il n'y a pas de condamnation, c'est vrai, encore qui soit venu des attentats. Vous savez, ce genre de mesures, elles se sont présentées aussi aux États-Unis après le 11 septembre. C'est-à-dire quand on est en état de guerre face à une vague de terrorisme, il faut se défendre en tant que démocratie. C'est le prix à payer quand on est en état de guerre. Les États-Unis l'ont fait, certains ont critiqué certaines mesures prises par le gouvernement américain après le 11 septembre, mais dans le cas de la France, je rappelle que cette situation d'urgence, elle a été décrétée plusieurs fois dans le passé. C'est d'ailleurs une loi qui avait été adoptée en 1955 pendant la guerre d'Algérie et qui a été décrétée à plusieurs reprises, qui est bien entendu nécessaire dans la situation extrême dans laquelle se trouve la France aujourd'hui. Encore avant-hier, il y a eu l'événement à Saint-Denis où il y avait des terroristes cachés dans un appartement. Donc l'État a le devoir, pas seulement le droit, mais le devoir de prendre des mesures exceptionnelles pour remplir son devoir de protéger les citoyens. Ça n'est pas censé être ad vitam aeternam. D'ailleurs, le Parlement a voté une prolongation de 3 mois. Ce sont des mesures qui sont malheureusement nécessaires dans une situation qui est exceptionnelle. Alors, on va revenir justement à la situation en Israël avec les 2 attaques meurtrières du jour. 5 morts au total. Cyril Amar, que l'on retrouve dans le Gush Etzion. Cyril, d'abord on rappelle le scénario de l'attaque qui s'est produite là où vous vous trouvez, c'est-à-dire dans le Gush Etzion. Oui, dans ce Gush Etzion, théâtre de plusieurs attaques ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Ce que permet de déterminer l'enquête en cours actuellement, Jean-Charles, c'est la chose suivante. Il est cet après-midi aux alentours de 16h30 lorsqu'un Palestinien originaire de la ville d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, ça a toute son importance, on y reviendra, se rend ici sur cette route qui relie 2 grandes intersections, des carrefours majeurs de ce Gush Etzion, celle d'Alon Shvut et celle du Gush Etzion. Il découvre ici, en arrivant ici, un énorme embouteillage. C'est l'heure de pointe, 16h30, 17h, c'est l'heure de pointe. Dans cette intersection, il décide de doubler les voitures qui roulent au pas de fourmi. Et c'est à ce moment-là qu'il ouvre sa fenêtre et qu'il ouvre le feu à l'arme automatique, une arme de type Uzi, tout en tenant d'une main le volant. Il continue à tirer, il tire sur 5 véhicules et il continue sa course infernale ensuite pour être arrêté. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il percute de plein fouet un autre véhicule à quelques 200 mètres d'ici, aux alentours donc du carrefour d'Alon Shvut. C'est à ce moment-là qu'il est mis en joue par un civil armé qui le somme de descendre de son véhicule, et c'est à ce moment-là qu'il est appréhendé, arrêté par les services de police et placé en garde à vue. Le bilan de cette attaque, il est lourd. 3 personnes ont été tuées, dont un résident de l'implantation juive d'Alon Shvut. Il a une 50aine d'années, c'était un éducateur, père de 4 enfants. Un autre ressortissant américain de 18 ans qui était venu avec ses amis distribuer de la nourriture aux soldats en faction ici dans ce secteur. Il était venu en Israël tout simplement pour étudier le Talmud, donc un ressortissant étranger. Puis enfin une troisième personne, s'il s'agit d'un Palestinien âgé d'une 40aine d'années qui se trouvait également à bord de son véhicule et qui a été victime donc de ce nouvel attentat dans ce Gush Etzion, dont on se souvient de triste mémoire qu'il a été le théâtre en juin 2014 de l'enlèvement puis du meurtre des 3 jeunes adolescents israéliens. Et puis depuis cette nouvelle vague de terreur, eh bien, le Gush Etzion a souvent été également le théâtre d'attaques régulières au couteau, des attentats à la voiture bélier. Pas plus tard qu'il y a
a 3 semaines, une civile israélienne a été poignardée alors qu'elle sortait d'un supermarché où elle avait fait ses courses. Une journée meurtrière, donc vous l'avez dit, la plus meurtrière de la statistique macabre nous apprend que c'est la journée la plus meurtrière depuis le début des violences actuelles en Israël et dans les territoires. C'était le 1er octobre dernier. Oui, justement, Cyril, il faut revenir sur l'autre attaque un petit peu plus tôt dans l'après-midi, cette fois à Tel Aviv, dans les quartiers sud de la ville. Oui, une attaque qui a rompu avec l'accalmie enregistrée ces derniers jours, en tout cas dans les grandes villes israéliennes, en deçà de la ligne verte, non pas en Cisjordanie, mais dans les grandes villes israéliennes, puisque la dernière attaque remontait au 8 octobre dernier à Tel Aviv. Rappelez-vous, c'était lorsqu'une soldate avait été poignardée à coups de tournevis près d'une gare routière à Tel Aviv. À 14h30 cet après-midi, soit 2 heures avant l'attaque ici en Cisjordanie, eh bien, un Palestinien, encore une fois originaire du secteur d'Hébron, plus précisément du village de Dora, eh bien, se rend dans un bâtiment d'affaires, le Bet Panorama. Il entame alors une course infernale. Il poignarde à peu près toute personne qui croise son chemin. Il poignarde une personne au 4e étage avant d'en poignarder une autre au 2e. C'est à ce moment-là qu'il tente de faire irruption dans une synagogue improvisée, un local qui fait office de synagogue pour les hommes d'affaires qui vont et qui viennent dans ce bâtiment d'affaires. L'héroïsme de ces fidèles a fait que, eh bien, ils l'ont empêché de rentrer dans cette synagogue. On a évité un drame beaucoup plus important. Il est finalement neutralisé, immobilisé, ce terroriste, par un civil avant que les forces de l'ordre n'arrivent et ne le placent en garde à vue. Il faut savoir, Jean-Charles, que ce Palestinien d'une 30aine d'années était autorisé à travailler en Israël. Il était employé même dans un restaurant avoisinant ce bâtiment d'affaires. Dans son cas, ils sont 110 000 en Israël. 110 000, oui, Palestiniens à pouvoir travailler en Israël légalement. Alors les forces de police estiment que c'est rare qu'un Palestinien qui travaille en Israël généralement ne passe pas à l'acte. Eh bien cette fois-ci c'est le contraire qui s'est produit cet après-midi à Tel Aviv, avec donc 2 personnes tuées, 2 Israéliens tués et plusieurs blessés. Merci Cyril Amar, donc en direct du Gush Etzion. On a vu tout à l'heure les images de ces 2 attaques dramatiques. Il y a eu également aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, eh bien la colère du ministre français de l'Intérieur à propos du manque de coopération européenne, car le terroriste éliminé hier à Saint-Denis avait, semble-t-il, eh bien réintégré l'Europe depuis la Syrie sans que la France ne soit informée de sa réapparition. Un retour sur ces alertes également qui gagnent maintenant toute l'Europe, alerte aux attentats et même les États-Unis, avec Gabriel Nolin. Daesh, une menace sérieuse pour les autres pays occidentaux, c'est peut-être le cas pour l'Italie. Grâce aux informations fournies par le FBI, la police italienne est à la recherche de 5 suspects. Ils seraient liés à de potentielles attaques djihadistes prévues sur le territoire. Ce sont les renseignements américains qui les ont avertis de la menace et fourni l'identité des individus. L'ambassade américaine a par ailleurs publié une liste des endroits qui risqueraient d'être touchés. La place Saint-Pierre à Rome, le Duomo et la Scala de Milan, ainsi que des commerces et synagogues dans les 2 villes. L'ambassade a également appelé les citoyens américains vivant en Italie à la vigilance. Des Américains eux-mêmes désignés comme cibles par l'État islamique. Dans une nouvelle vidéo diffusée par Daesh, des images de New York. Mais le maire de la ville a tout de suite voulu rassurer la population. Comme vous le savez, une vidéo a été diffusée par Daesh montrant des scènes de la ville de New York, de Times Square, de là où nous nous trouvons à la place Herald Square, dans une tentative évidente d'intimider le peuple de New York. Je suis ici ce soir avec le préfet de police Bratton pour bien montrer que le peuple de New York ne sera pas intimidé. Mais selon le maire, rien de nouveau. La vidéo serait une compilation d'anciennes images de propagande du groupe terroriste. La menace n'est pas nouvelle. Mais un vent d'inquiétude souffle malgré tout sur l'Europe. Europol parle de la plus grande menace que l'Europe ait connue depuis 10 ans. Nous faisons face à une organisation terroriste internationale sérieuse, déterminée et avec de grandes ressources financières, qui est maintenant active dans les rues en Europe. Il est raisonnable de penser, sans exagérer, que d'autres attaques vont probablement avoir lieu. Et c'est pourquoi je pense que Daesh représente la menace terroriste la plus sérieuse à laquelle l'Europe ait dû faire face ces 10 dernières années. Mardi, le match Allemagne-Pays-Bas, qui devait se tenir dans le nord de l'Allemagne, à Hanovre, a été annulé pour risque d'attentat. La Belgique, quant à elle, a monté son niveau de menace terroriste de 2 à 3. Jeudi, c'est un avion polonais qui a atterri d'urgence suite à une fausse alerte à la bombe. Après les attaques de Paris, le groupe État islamique a publié une nouvelle vidéo prévenant de nouvelles opérations à venir
en Europe et dans tous les pays participant à la coalition contre Daesh en Syrie. Sans céder à la panique, les pays concernés semblent aujourd'hui se préparer sérieusement à l'éventualité d'un attentat sur leur sol. Alors, on est en ligne depuis la Belgique avec Simon Peterman, qui est professeur émérite des universités de Liège et de Bruxelles, spécialiste du terrorisme. Bonsoir. Il y a eu de nouvelles investigations aujourd'hui à Bruxelles avec une dizaine d'interpellations d'ailleurs. Le fait qu'Abaoud ait été éliminé hier à Paris, c'est une surprise pour vous qu'il ait été en France comme cela ? Mais, je pense que tout le monde a été surpris. Il y avait certaines indications, mais d'autres démenties. On l'a cru toujours en Syrie alors qu'il était à Paris. Donc il est parvenu à traverser toute l'Europe pour rejoindre Paris. Et donc, c'est à la fois une surprise et je pense que dans les milieux du renseignement, on s'attendait quand même, puisque des indications suite à des écoutes téléphoniques allaient dans le sens d'une présence d'Abdelhamid Daoud à Paris. Est-ce que c'est une faille des services européens de ne pas l'avoir signalé finalement aux Français, comme l'a dit le ministre ? Mais, écoutez, je ne sais pas si on peut parler de faille. Je pense que l'Europe est une passoire et que dans la mesure où on fait preuve d'un minimum d'intelligence, on peut se procurer de faux papiers, avec un minimum d'argent, on peut circuler. Et donc, c'est probablement comme ça que Daoud s'est retrouvé en France en échappant à la vigilance, évidemment, des services de renseignement. Voilà, l'Europe est une passoire, c'est vous qui le dites, Simon Peterman, vous êtes expert anti-terroriste et professeur des universités de Liège et de Bruxelles. Merci d'avoir été en direct avec nous à propos donc effectivement de ces contrôles renforcés que souhaite maintenant la France et puis surtout une meilleure coopération dans les échanges d'informations entre les différents pays de l'Union européenne. On continuera de parler de terrorisme évidemment dans un instant avec également le financement de l'État islamique qui pose question également ce soir. Comment couper les vivres de cette organisation aux moyens illimités, ce qui lui permet de préparer autant d'attentats. Et puis témoignage également à venir de la victime d'un acte antisémite lié à l'État islamique. C'était hier à Marseille. Il sera en ligne avec nous. À tout à l'heure. Suite de cette édition spéciale, on va revenir à Saint-Denis, là où a eu lieu cet assaut spectaculaire hier matin à l'aube du RAID, l'unité spéciale de la police française, pour déloger donc ce groupe terroriste qui s'apprêtait à passer à l'action et dont on a appris aujourd'hui qu'il était dirigé depuis donc cet appartement par Abdelhamid Abaoud, qui est l'un des cadres présumés de l'État islamique et commanditaire présumé de plusieurs attentats ou tentatives d'attentats ces derniers mois en France. Au moins 4, a dit d'ailleurs aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Retour d'abord sur cet assaut très long et extrêmement compliqué à mener, comme l'a détaillé aujourd'hui dans un récit le patron du RAID. C'est Joseph Emmanuel qui nous le raconte. Il est 4h20 quand les hommes du RAID donnent l'assaut dans un appartement de Saint-Denis. Les hommes d'élite pensent alors que 3 personnes sont à l'intérieur, 2 hommes et une femme, sans doute lourdement armés, sans doute aussi détenteurs de gilets explosifs. La porte est dynamitée, une méthode généralement efficace et sidérante pour les gens qui sont à l'intérieur. Mais la porte est blindée, elle ne s'ouvre pas, plus d'effet de surprise, et ce sont les hommes du RAID qui deviennent la cible de tirs nourris. Derrière la porte, une porte bouclier à roulettes, fabriquée sur le modèle du bouclier sarcophage des unités d'élite. Les hommes du RAID comprennent que les terroristes s'étaient préparés à une intervention. Les islamistes ont du matériel de guerre. Des centaines de coups de feu sont ensuite échangés. Pendant près de 3 quarts d'heure, les islamistes jettent même des grenades et les tirs deviennent plus sporadiques. Avant de s'arrêter un long moment, un chien est alors envoyé pour une reconnaissance des lieux. Il est tué sur le champ. Sur les toits des immeubles alentours, 6 tireurs d'élite. L'un d'eux a dans son viseur un terroriste. Il lui demande de lever les mains. L'homme refuse. Le tireur d'élite tire. Touché, l'islamiste réplique à la Kalachnikov. La femme islamiste se met également à tirer une longue rafale. S'ensuit une explosion. Côté rue, les fenêtres volent en éclats.
Un morceau de colonne vertébrale tombe sur une voiture du raid. C'est la première femme kamikaze de France. Mais la force de l'explosion n'a pas touché les hommes du raid. C'est la structure de l'immeuble qui est touchée. Des murs porteurs se mettent à pencher. Nous sommes au milieu de la mission, il est 9h. Les tirs de Kalachnikov reprennent. Les hommes du raid comprennent que l'une des 2 Kalachnikov ne tire plus. Ils opèrent alors un changement de tactique. Une vingtaine de grenades de 40 grammes d'explosifs sont envoyées par les hommes du raid. Objectif, assourdir les assaillants. Enfin, les hommes d'élite avancent dans l'appartement. Une progression raisonnée, appuyée par des drones qui filment depuis les vitres, par des robots également. Mais l'appartement est un champ de ruines, impossible pour les robots d'avancer. Le parquet est criblé de trous. Le raid décide de passer des caméras par l'appartement du dessous, au 2e étage. Une fois dedans, il découvre un cadavre, tombé depuis le 3e étage, quand le sol s'est effondré dans l'explosion des grenades. Le corps est abîmé, presque impossible à identifier. Mais l'information est révélée ce jeudi. Il s'agit bien d'Abdelhamid Abaoud. À l'intérieur de l'appartement, des terroristes. Au 3e étage, 2 hommes se cachent sous du linge. Ils sont immédiatement arrêtés. 5 hommes du raid sont blessés dans l'attaque, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. En fin d'opération, la BRI vérifie d'autres appartements alentours. 7 heures d'opération, 110 policiers d'intervention dont 70 du raid et des nouvelles techniques d'intervention face à des terroristes qui sont prêts à mourir. Alors on est en ligne avec Jean-Louis Bruguière, l'ancien juge antiterroriste. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous diriez que c'est un gros poisson que la police française vient d'éliminer en la personne de ce fameux Abaoud? Oui, écoutez, d'abord c'est un vrai succès. Ça, je crois qu'il faut le souligner. À la part de la police judiciaire, de l'ensemble du parquet, ça s'est fait sous l'égide donc de la justice et puis bien sûr des forces d'intervention. L'intéressé, bien sûr, ça a été rappelé, n'est pas pour vraiment le commanditaire, mais un relais opérationnel extrêmement important entre l'état-major de Daesh et probablement donc Abdelhamid lui-même, et puis le groupe qui était en Belgique et qui a préparé l'opération. Donc on est avec un relais opérationnel majeur, quelqu'un dont il apparaît, il est établi maintenant, il a été impliqué dans la préparation donc de nombre de projets d'attentats et qu'il était le chef de file des djihadistes francophones, donc à Raqqa ou en Syrie, il s'agisse des Français ou des Belges. Donc c'est incontestablement un personnage important, pour Daesh, c'est une perte. C'est vraiment, ceci étant, on le sait bien, il sera remplacé et que donc la menace perdure. Ouais. Alors on a vu que la France était inquiétée aujourd'hui et même un petit peu mise en colère à propos de manque d'échange d'informations des autres pays européens, parce qu'au finalement il a pu revenir en Europe en passant sans doute par d'autres pays. On l'a signalé en Allemagne par exemple au mois de janvier, il y a quelques mois. Est-ce que c'est pas inquiétant ça quand même, vu la menace que représente l'État islamique, qu'aujourd'hui même les pays européens n'échangent pas ce type d'informations? Écoutez, je crois que c'est pas nouveau, mais effectivement c'est un vrai problème aujourd'hui mis accru, si je puis dire, par les événements. Je crois qu'on a touché, on arrive à la limite donc de ce que permet ou ce que ne permet pas donc l'espace Schengen et l'ensemble du système européen, qui n'est pas un système fédéral, je le rappelle, donc où la souveraineté des États prime, surtout en matière de sécurité nationale. Donc il y a une urgence aujourd'hui, indépendamment, je veux dire, de la qualité des relations existantes entre les pays, notamment entre la France et la Belgique ancienne ou avec l'Allemagne, aujourd'hui qu'il y ait donc une nouvelle approche opérationnelle qui permette un échange beaucoup plus rapide, tout ça dans la limite des traités, bien sûr, parce qu'on ne va pas les changer, et une plus grande sensibilisation, je veux dire, de nos voisins, des pays, l'ensemble des pays européens au problème de la menace terroriste, parce que je crois qu'aussi le problème est bien évidemment politique. Il appartient aux États membres, bien qu'il dans ce domaine, de prendre les mesures nécessaires à l'échelon national, mais également à l'échelon international. Et je pense, même certain, que le prochain sommet JAI, sollicité par le ministre de l'Intérieur français, va mettre sur la table l'ensemble de ces éléments. J'observe aujourd'hui que l'Allemagne commence à prendre conscience, elle prend conscience de ce qu'elle aussi peut être touchée. Il y a eu, et l'Italie également, ce qui ne surprend pas, puisque ce sont, avec la Belgique, il y a eu, on sait qu'il y a des bases, historiquement, qui se trouvent des bases de repli, des milieux salafistes radicaux, hier d'Al-Qaïda, aujourd'hui de Daesh, qui se trouvent en Italie du Nord, et aussi trouvés en Allemagne, et bien évidemment en Belgique
que l'on connaissait bien la Molenbeek et également Bruxelles, notamment dans le quartier de la Gare du Midi. Merci beaucoup Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste, donc en direct à propos des dernières avancées de cette enquête parisienne. L'une des mesures phares annoncées aujourd'hui par l'Assemblée nationale, tout en prolongeant l'état d'urgence, c'est d'autoriser des policiers qui ne sont pas en service à porter leurs armes, ce qui pourrait peut-être permettre des interventions, comme on le voit par exemple en Israël sur des scènes d'attentats, de manière à limiter le nombre des victimes et parfois même à éviter des victimes. C'est Julia Ganancia qui nous présente cela. Vendredi soir, parmi les victimes des attaques de Paris, il y avait des fonctionnaires de police. Des agents qui n'étaient pas en service, donc pas armés ce soir-là. S'ils l'avaient été, le scénario aurait été sans doute différent. La mesure est réclamée depuis longtemps. C'est nécessaire pour les policiers pour pouvoir assurer une présence efficace sur l'ensemble du territoire, pour que l'ensemble du territoire puisse être maillé. Les policiers en service assurent cette sécurité, mais les policiers sur leur lieu de résidence, sur leur trajet, peuvent aussi participer à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité de notre pays. Cette fois, la revendication est entendue. Très prochainement, les policiers vont pouvoir porter leurs armes sur eux en toutes circonstances, sur la base du volontariat. Ils devront néanmoins respecter 3 conditions. Avoir un brassard police sur soi pour éviter toute confusion en cas d'intervention, avoir fait au minimum une séance de tir réglementaire et aviser sa hiérarchie de la démarche de prendre son arme. Même si la mesure devrait être temporaire, elle ne fait pas l'unanimité. La disposition proposée me fait peur. Quand les policiers sont en repos, ils sont souvent fatigués. Votre proposition permet-elle la sécurisation des armes à domicile? Garantit-elle contre le vol éventuel leur utilisation dans des conditions illégitimes? En Israël, plus de 200 000 personnes ont le droit de détenir une arme à feu. Mais cette habilitation ne s'obtient pas facilement. Depuis le début de l'année 2015 et la recrudescence des attentats au couteau, la démarche attire de plus en plus d'Israéliens. À chaque attaque contre des civils, le terroriste est très souvent neutralisé par une personne titulaire d'un port d'armes. Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a même exhorté ses résidents à porter leurs armes quotidiennement. Alors on va retrouver en direct de Paris, justement, place de la République, notre correspondant Olivier Lerner. Olivier, prolongation de l'état d'urgence, interdiction donc de tous les rassemblements prévus, par exemple de celui que la mosquée de Paris avait prévu d'organiser demain après-midi. Oui, un rassemblement attendu puisque la mosquée de Paris a brillé par son silence et son absence. Silence dans la rue, absence sur les plateaux de télé. On attendait donc de cette manifestation des messages, des informations. On n'aura rien. Cette manifestation n'est pas la seule à être annulée puisqu'on a appris aussi aujourd'hui que les organisateurs de la COP21 qui travaillaient depuis 3 ans sur les manifestations avant et après la COP21, donc fin novembre et début décembre, et bien là aussi ces manifestations donc ont été annulées. Les organisateurs de ces manifestations sont désabusés ce soir. On voit qu'il y a toujours, Olivier, autant de monde derrière vous, évidemment, pour faire part de l'émotion liée aux victimes des attentats. Ces rassemblements-là, par contre, continuent. Oui, vous avez raison Jean-Charles, c'est étonnant. Quelques jours, 5 jours maintenant, après cette vague d'attentats à Paris, de voir autant de monde ici, place de la République, mais tout autant au Bataclan, et puis à travers les rues du 10e et du 11e arrondissement, devant les restaurants, cafés-restaurants touchés. Il y a toujours autant de monde, et c'est vraiment très, très émouvant à voir. Un mot, Olivier, pour terminer, des perquisitions qui ont eu lieu ce soir. L'enquête se poursuit également dans l'entourage des auteurs des attentats. Oui, en l'espace de 24 heures, 70 personnes ont été arrêtées. Les enquêteurs sont depuis quelques heures maintenant à Aulnay, au domicile de la mère de la kamikaze qui s'est fait sauter et qui était au moment de l'assaut, donc hier matin, aux côtés d'Abba Oud. Eh bien, les enquêteurs sont dans cette maison depuis quelques heures maintenant. Ils essayent de faire parler la mère de la kamikaze. Mais vous savez, il est peut-être plus facile aujourd'hui à Paris de faire parler les morts que les vivants. Merci Olivier Lerner en direct donc de Paris, place de la République.
Comment couper les vivres de l'État islamique, organisation aux moyens financiers qui semblent illimités, ce qui lui permet de perpétrer autant d'attentats. On va en parler avec vous, Lionel Friedfeld. Bonsoir, analyste financier. Alors, vous vous êtes intéressé au fonctionnement justement financier de l'État islamique. Alors tout à fait, il faut déjà comprendre que l'État islamique est une entreprise, c'est-à-dire qu'elle a un chiffre d'affaires estimé à 2,5 milliards de dollars en 2015. Elle a également un patrimoine des actifs estimé à 2200 milliards de dollars, notamment les champs de pétrole, de gaz et les terrains agricoles. Et elle a également des coûts, c'est-à-dire qu'elle donne des soldes de 300 dollars environ à ses quasiment 40 000 combattants. Alors comment fonctionne ce financement justement? C'est-à-dire que toutes ces ressources, comme le pétrole, sont vendues? Alors effectivement, il y a plusieurs types de ressources. Premièrement, les matières premières, pétrole, gaz et phosphate également. À peu près 50% des revenus de Daesh. Il faut savoir que le pétrole a baissé. L'année dernière, ça a apporté près d'1 milliard de dollars à Daesh. Cette année, à peu près 600 millions de dollars. Simplement parce que les cours du pétrole ont été divisés par deux, passant de 100 dollars à 50 dollars. Et Daesh était obligé de revendre un petit peu à la sauvette ce pétrole à peu près 15 dollars le baril. Et surtout, les frappes de la coalition ont notamment touché des puits de pétrole. Deuxièmement, c'est surtout l'extorsion, 30% de revenus de Daesh. C'est-à-dire qu'ils vont voir la population prendre entre 5-10% des salaires, voire 50% des salaires des fonctionnaires, et ils taxent simplement la population. Troisièmement, ce sont les produits agricoles, le blé, l'orge, qui financent Daesh. Et quatrièmement, c'est vraiment, on va dire, un amas. C'est par exemple à Mossoul en Irak, on s'en souvient, il y a quelques mois, ils avaient attaqué une succursale de la banque centrale irakienne et avaient pris 400 millions de dollars en cash, mais ils font également du trafic d'objets rares notamment, qui revendent notamment en donnant ça à des Syriens pour le marché européen qui sont basés en Allemagne. Si on veut lui couper les vivres aujourd'hui, techniquement c'est possible, il y a moyen de diminuer considérablement? Alors il faut mettre la pression sur la Turquie qui revend une partie notamment du pétrole, ce qui est intéressant, et c'est surtout aujourd'hui l'État islamique, c'est sans doute le groupe terroriste le plus riche au monde. À partir déjà depuis cet été, il commence à débattre sa propre monnaie, le dinar or, qui veut révolutionner un petit peu la finance internationale. Il faut vraiment aussi regarder que les institutions internationales regardent notamment par rapport au flux de financement, essayer de couper notamment le pétrole, mais aussi par rapport aux flux bancaires et financiers. Merci Lionel Friedfeld, analyste financier. Alors on va voir en images comment se matérialisent ces flux financiers de l'État islamique. C'est avec Laura Duhamel. Paris pense ses plaies. Après la stupeur vient le temps de l'enquête. Avec elle, l'éternelle question du financement de l'État islamique. Son budget est estimé à plus de 2 milliards de dollars cette année. Un point central dans la guerre actuelle menée par la coalition. Il est très clair pour nous que saper les forces de l'État islamique en asséchant le flux de soldats étrangers et en arrêtant son financement est aussi important que l'action militaire elle-même. Mais comment cette start-up du crime, qui a émergé il y a 8 ans à peine, est-elle devenue le mouvement terroriste le plus riche de l'histoire ? En réalité, les ressources de Daesh reposent sur 3 piliers, les dons, les revenus internes et les activités criminelles. Les financements étrangers proviennent principalement des pays du Golfe. Aujourd'hui, force est de constater que cette manne tend à se raréfier. La médiatisation des brutalités par l'État islamique, les décapitations et les immolations ont eu un effet galvanisant au Moyen-Orient. Donc je pense qu'on assiste à un changement. Nous constatons que les donations par des pays du Moyen-Orient envers ces groupes extrémistes diminuent. Deuxième pilier financier de Daesh, ses revenus internes. À la tête d'une population de 10 millions de personnes, l'organisation sunnite a développé sa propre économie, basée sur le pillage des zones conquises. 82% du financement de l'État islamique reposerait sur des ressources à sa disposition. L'exploitation du pétrole et du gaz notamment rapporterait plus de 3 millions de dollars par jour. Mais en raison de la baisse des cours et des bombardements de la coalition, les ressources naturelles rapportent moins. L'argent tiré de l'exploitation des puits pétroliers, qui ramenait 1100 millions de dollars par an, a chuté de 45% entre 2014 et 2015. Les revenus liés au gaz ont eux chuté de 28% et ne représentent plus que 250 millions de dollars. Viennent ensuite les taxes prélevées dans les territoires contrôlés. À tout cela, il faut ajouter l'agriculture, la gestion d'hôpitaux ou de compagnies d'électricité, ou encore certains commerces particuliers comme le coton. Le trafic d'œuvres d'art est aussi devenu une source juteuse de revenus, bien que difficilement évaluable. Ces pièces sont inestimables. Les revenus que Daesh obtient en vendant de telles pièces sont utilisés pour financer ses opérations. La vente d'une seule pièce pourrait procurer assez d'argent pour une année entière.
Signe malgré tout que les temps sont durs au sein de Daesh, les salaires des combattants ont été revus à la baisse. De 500 $ mensuels, ils s'élèveraient maintenant en moyenne à 100 $. Alors pour pallier à ces baisses, l'État islamique s'appuie sur son troisième pilier financier, les activités criminelles. Raquettes, drogue, commerce sexuel, braquage de banques et rançons versées pour libérer des otages rapporteraient des millions de dollars. Depuis l'an dernier, ces ressources criminelles auraient bondi de 122%. Pour résoudre en partie, en tout cas, le phénomène Daesh, le financement de Daesh, il faudra passer par des solutions nouvelles. Tout ce qui relevait auparavant de la lutte contre le financement du terrorisme, les sanctions par exemple, ne sont pas du tout adaptées au modèle économique de Daesh. Ce qu'il faudrait en réalité, c'est un véritable embargo sur les zones sous contrôle Daesh, avec des frontières qui soient plus poreuses, comme c'est le cas aujourd'hui, mais verrouillées, contrôlées éventuellement par des forces aériennes, des forces au sol. Mais les conquêtes territoriales pourraient bientôt devenir un fardeau financier. Contrôler des villes entières en Irak et en Syrie exige de fournir un minimum de services publics. Pour certains experts, Daesh, le mouvement terroriste le plus riche de l'histoire, est en passe de devenir l'un des États les plus pauvres. Voilà, et comme s'il fallait rajouter à l'angoisse et à la peur présente actuellement en France, eh bien, le Premier ministre a évoqué aujourd'hui la menace d'attentats à l'arme chimique ou bactériologique. Il faut dire qu'un rapport officiel des États-Unis montre que l'État islamique cherche à produire sur son califat et donc sur son territoire en Irak ou en Syrie des armes chimiques en grande quantité. Julia Ganancien. En France, plus rien n'est à exclure. Pas même une attaque chimique ou bactériologique. L'État se prépare en effet à l'éventualité d'un tel scénario. L'avertissement est donné officiellement par Manuel Valls ce jeudi devant l'Assemblée nationale. Il ne faut aujourd'hui rien exclure, nous l'évoquions hier. Et je le dis bien sûr avec toutes les précautions qui s'imposent. Mais nous le savons et nous l'avons à l'esprit. Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques. À l'approche de la COP21, l'État décide de doter le SAMU et les hôpitaux français de nouveaux moyens. Longtemps réservé à l'armée, l'utilisation par le SAMU du sulfate d'atropine est désormais disponible. C'est le seul antidote efficace pour la prise en charge des personnes exposées à des risques neurotoxiques. Les spécialistes jugent que la menace est réelle, mais que la France a les moyens de réagir. C'est beaucoup plus compliqué de mener un attentat chimique ou un attentat biologique qu'un attentat conventionnel. Et donc il y a un certain nombre de barrières techniques et logistiques qu'il faut lever pour pouvoir être capable de faire un attentat chimique et biologique efficace. Et il n'est pas du tout certain que Daesh puisse lever ces barrières techniques et logistiques, ce qui, à mon sens, rend cette menace certes réelle, mais faible. Au même moment, dans cette station de métro de Varsovie, des personnes toussent, suffoquent et s'évanouissent. Pas de panique, il s'agit d'un exercice. Les services de secours polonais participent à une simulation d'attaque chimique, un scénario encore inimaginable il y a quelque temps, mais désormais pris très au sérieux. En cas de drame inattendu, ce genre d'exercice nous aidera à répéter les manœuvres nécessaires de manière plus sûre pour avoir le moins de victimes possible. Des attaques chimiques, il y en a déjà eu, notamment en Syrie. En août 2013, le bombardement au gaz sarin fait des centaines de morts. Loin des zones de conflit, rares sont les pays à avoir été touchés par ce genre d'attaque. 1995, le métro de Tokyo est la cible d'une attaque chimique perpétrée par une organisation terroriste japonaise. Bilan 12 morts et 5500 blessés. On va revenir sur les attentats meurtriers en Israël. 5 morts au total dans la journée. 3 tout à l'heure à un carrefour du Gush Etzion à l'arme automatique commis par un Palestinien qui a ensuite été arrêté. Et puis 2 un peu plus tôt dans l'après-midi dans un immeuble des quartiers sud de Tel Aviv. Daniel Atlan. 14h30 à Tel Aviv. Un terroriste palestinien entame sa course meurtrière au sein du Bet Panorama, bâtiment d'affaires situé dans le sud de la ville. Armé d'un long couteau, le Palestinien tente de poignarder chaque personne qui se trouve sur son passage. Ces 2 premières victimes se trouvent au 2e étage. L'une d'entre elles, un Israélien âgé d'une 50aine d'années, meurt sur le coup. L'autre, un rabbin âgé de 32 ans, succombera à ses blessures quelques minutes plus tard. Nous avons entendu des cris, j'ai vu quelqu'un allongé sur le sol et le terroriste en train de le poignarder. Il était en train de crier, je ne savais pas quoi faire, alors je me suis muni d'une barre de fer qui se trouvait dans le parking. Je me suis approché de lui et je lui ai lancé la barre. Il s'est mis à me poursuivre, j'ai couru et un de mes collègues m'a fait entrer dans notre commerce.
On s'est enfermé dedans, il a essayé de rentrer et quand il a vu qu'il ne pouvait pas, il est parti dans une autre direction. Le terroriste se rend ensuite au premier étage, à proximité d'un local qui fait office de synagogue pour les hommes d'affaires de passage dans le quartier. Il poignarde une troisième victime avant de tenter de faire irruption dans la salle de prière. Mais les fidèles, qui ont accueilli plutôt un blessé, l'en empêchent. Je me trouvais à l'intérieur de la synagogue en train de prier. J'étais derrière la porte d'entrée et soudain la porte s'est ouverte. Là, je vois un blessé couvert de sang nous tomber dans les bras. Et puis on a entendu des cris de personnes qui nous disaient de bloquer l'entrée. Et là le terroriste a frappé à la porte et on s'est tous mis à la bloquer. C'est un civil qui parviendra à immobiliser le terroriste avant l'arrivée des forces de police. Âgé de 36 ans, le Palestinien est un employé d'un restaurant situé non loin du lieu de l'attentat. Il s'agit d'un Palestinien originaire des territoires. Il travaillait dans un commerce situé dans le quartier et il est venu ici pour perpétrer son attaque. Détenteur d'un permis de travail, il pouvait donc entrer en Israël depuis la Cisjordanie. Les premiers rapports indiquent qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Le terroriste est actuellement interrogé par les agents du Shin Bet. De son côté, le Hamas a immédiatement salué l'attentat dans un message publié sur son site officiel. Le groupe terroriste appelle les Palestiniens à poursuivre les attaques anti-israéliennes. Voilà donc pour ces attentats commis aujourd'hui en Israël. Bilan total, donc 5 morts, 2 à Tel Aviv, vous l'avez vu, et 3 dans le Gush Etzion. On va maintenant vous remontrer ce document exceptionnel qui nous replonge dans l'horreur au tout début de la nuit d'horreur du vendredi dernier à Paris. C'est un document amateur pris quelques secondes seulement après le deuxième attentat qui a visé la série de cafés et de restaurants. Nous sommes tout près de la place de la République à Paris, devant le café La Bonne Bière, à l'angle de la rue Faubourg du Temple et de la rue de la Fontaine-au-Roi. Un mitraillage vient d'avoir lieu, il y a 5 personnes tuées. Regardez comment réagissent les gens, ou plutôt comment ne réagissent pas justement les passants, les témoins, complètement stupéfaits par ce qui vient de se passer. Quelqu'un téléphone? Oh, les fils de pute! Quelqu'un a appelé la police? Ouais, c'est pas possible, quoi. Ça va? Jesus Christ! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'as pas vu, t'as pas entendu? C'est un truc de ouf. À ton avis, je sais pas, hein. Un mec à règlement de compte, c'est pas possible, c'est pas possible. Rien que ça. Oh là là! Ça a canardé à tout va. Les gars, t'as pris quoi avec la caméra? Juste arrivé. T'as pris quoi avec ça? Avec quoi? Juste arrivé. C'est bon, reste là. Ouais, je sais. Nous avons été requis. Allez les gars, c'est du périmètre de sécurité. La rue. Rue de la Fontaine. Place de la Fontaine-au-Roi. Rue de la Fontaine-au-Roi. Il nous faut des renforts et placer les gens là. Avec des tirs. Voilà, 5 morts à cet endroit donc, et la soirée, hélas, de cauchemar ne faisait que commencer. On est en présence d'un autre témoin d'un acte terrible commis hier soir également, ou hier plutôt dans la journée à Marseille. On est en ligne avec le professeur Tion Sadoun. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Marseille et vous avez été victime de cette agression antisémite qui se réclame aussi de l'État islamique. C'est ce que vous ont dit clairement vos agresseurs ? Absolument. Donc, pour vous relater très rapidement ce qui s'est passé hier soir, donc en sortant de chez moi, pour aller donc à un événement qui se produisait dans une synagogue. Donc, 2 personnes sur un scooter m'ont accosté, donc prétextant donc une demande d'adresse. Et donc, je leur ai donné donc l'adresse. Et ensuite, ils m'ont demandé si j'étais juif ou musulman. Et donc, je leur ai répondu que j'étais juif. Et aussitôt après, donc, ils ont sauté sur moi, ils m'ont dit clairement qu'ils vont me faire souffrir, puissent ensuite m'achever. Donc ils m'ont mis à terre, et ils m'ont montré d'abord sur leur appareil téléphonique une photo de Mohamed Merah de Toulouse.
Et ensuite, l'un des assaillants avait effectivement sous son manteau un t-shirt qui était donc à l'effigie du drapeau de Daesh. Ils ont commencé donc avec des couteaux donc à taillader mes habits, mon corps, pendant qu'un troisième se tenait un peu plus loin en train de filmer la scène. Et grâce à l'arrivée d'une voiture qui circulait un peu au loin, donc ils ont pris peur, ils m'ont un peu roué de coups, donc, et puis ils sont repartis aussitôt. Et ce soir, vous vous sentez mieux, choqué? Oui, bien sûr, choqué, moi-même, ma famille, bien sûr inquiet par la virulence de l'agression, mais confiant pour continuer à être juif à Marseille, quoi. Merci pour ce témoignage, Tion Sadoun. Donc ça s'est passé hier à Marseille et dans ce climat extrêmement lourd et tendu qui règne en France à cause des attentats de Paris. Donc cette agression antisémite, François Hollande a appelé la police d'ailleurs à être impitoyable avec les auteurs qui n'ont pas été retrouvés. Dans un instant, nouveau journal.